Bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour un live exceptionnel, donc une conférence relative à la dépendance affective et aux addictions. Et donc, je reçois aujourd'hui deux personnes vraiment exceptionnelles pour répondre à cette thématique. Donc Karim Rigad, qui est gestalt thérapeute, donc il est formé à la systémique, à l'hypnose et au psychodrame. Il est auteur et conférencier et il participe régulièrement à des recherches universitaires interdisciplinaires en psychologie et en criminologie. Il est le directeur de l'ISGAP, donc l'Institut de formation en gestalt et accompagnement professionnel. Donc, c'est une école de formation au coaching, à la thérapie, à la supervision et aux médiations de bien-être et de santé. Donc, elle a été initiée, cette école a été initiée par Karim Rigad. Donc, elle se caractérise par une approche globale, holistique de l'humain et de ses relations à l'environnement. Donc, elle développe une approche inédite du corps et de la relation d'accompagnement. Donc, elle fait une grande place à la créativité, donc une de mes valeurs très très chères, à la sensorialité et à l'intuition. Donc, c'est une approche gestaltiste et systémique qui a été définie donc en amont. L'enseignement donc est accessible tout au long de l'année grâce à son concept d'université des 4 saisons. D'ailleurs, l'IDGAP organise une université d'été du 31 juillet au 20 août. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à voir sur le site d'IDGAP.net. Nous aurons également une conférence gratuite la prochaine, donc notez dès à présent donc la date du 2 juin, donc sur le sujet comment stimuler naturellement les hormones du bien-être. Et également donc une journée d'études qui sera la continuité idéale de cette conférence de ce soir. Donc une journée d'études qui aura lieu de 10h à 16h30 sur effectivement comment se libérer des dépendances affectives et des addictions. Donc, si vous êtes intéressé, je vous mettrai les liens pour vous inscrire. Donc, l'adresse mail et le numéro de téléphone, donc n'hésitez pas. Notre seconde intervenante est donc c'est Ritama, qui est également donc gestalt thérapeute, fondatrice de Bilanciel. Elle pourra se présenter dès à présent. Est-ce que Ritama, tu peux te présenter, s'il te plaît? Je pense que tu te présenteras beaucoup mieux que moi. Donc, je précise que tu organises donc des sessions de bains sonores. Je te laisserai expliquer ce que sont les bains sonores les 16 et 18 juin prochains à Boulogne, en 92. Donc, je me permets de te laisser te présenter et après, on laissera la parole à Karine. Alors, bonjour à tous, je suis très heureuse d'être parmi vous. Alors, qui est Ritama? En fait, ma première orientation s'est dirigée vers un métier d'infirmière au début, puisque j'aimais prendre soin de l'autre depuis toute petite, j'aimais donner. Alors, je vais un peu étayer parce que je suis partie par la suite à mes 20 ans en Inde, toute seule pendant un an en voyage initiatique. Et à l'époque, il n'y avait pas Internet, pas de portable, pas de téléphone, j'avais très peu d'argent, j'étais coupée du monde matérialiste, amical, familial. Et c'est pour étayer mes propos par la suite que je vous parle de cette période. Je peux vous dire que j'ai découvert à ce moment-là, pendant ces un an toute seule, une vie où en fait on ne maîtrise rien, où on doit se faire confiance, où on décide seul, où on ne compte que sur soi, on avance sans direction précise, mais on avance. Donc on cherche. Peu importe le chemin, il faut lâcher prise et accepter de se dépouiller. Et à l'époque, la drogue était facile là-bas d'accès et j'avais peur d'en prendre et de me diluer, de me morceler si je tombais dedans. Et mon plus beau souvenir là-bas, ce sont les longues heures où je restais pensive, à méditer pendant des voyages qui duraient quelquefois 24 heures. Et j'étais seule et je me recentrais, je puisais en mes propres forces, je rentrais en quelque sorte en moi-même très profondément.
Et j'enquêtais en fait comme une espèce de détective sur soi et je revisitais ou je balayais ce qu'on m'avait appris en l'incorporant ou en y rajoutant ma propre semence. Voilà. Et c'était quelque part, c'est pour ça que je vous en parle, l'apprentissage de la clé d'un certain GPS intérieur. C'est un GPS qui vous guide, mais vous êtes tout seul avec ce GPS et il vous guide à travers les complexités de ce monde pour trouver une clarté et un calme intérieur. Et ça a été une période fondamentale dans ma vie, mais je me suis perdue de nouveau dans un monde matérialiste et conventionnel un an après, à mon retour progressivement. Et il fallait plaire aux autres, il fallait plaire à la famille, il fallait rentrer dans un rang, être bien comme il faut, il fallait correspondre à mon milieu socioculturel. Et j'ai mis des années par la suite à regratter à l'intérieur les nouvelles couches que j'avais déposées sur moi pour me protéger et me sécuriser. C'est un peu comme un oignon qu'on pèle, on enlève, on en rajoute, et là, j'avais remis une grande partie de ma pelure. Donc, je vous en parle parce que ça étayera mes propos par la suite. Et j'ai arrêté mon métier d'infirmière en soins intensifs et soins palliatifs et j'ai créé mon cabinet bilanciel en 2000, qui est dans l'accompagnement des particuliers et des entreprises au travers des bilans de compétences, l'orientation scolaire, le coaching, développement personnel. Et aujourd'hui, je suis gestalt thérapeute, comme Karim, et thérapeute holistique. J'accompagne dans la connaissance de soi et le développement personnel. Et en 2012, j'ai créé l'association Oser c'est vivre. En 2019, un centre qui s'appelle UDC, qui s'appelle Union des cœurs et Univers des coquelicots, où il y a divers univers dédiés à la danse, à la formation, à la méditation, au yoga, à la thérapie. Et donc, je voulais vous parler, comme l'a fait Hermina, des bains sonores, qui est une possibilité de nettoyage intérieur grâce au son, aux vibrations. Donc, surtout, n'hésitez pas à tenter, à essayer. C'est un nettoyage des chakras. C'est vraiment très intéressant. Pendant 2 heures, vous êtes baigné dans l'intensité du son dans mon studio qui est spécialisé où il y a 40 bols et énormément de matériel. Voilà. Sinon, vous pouvez me suivre sur mon site bilanciel. J'ai aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Ritama et sur Instagram, vous pouvez me suivre sur bilanciel. Voilà. Merci beaucoup, Ritama. De toute façon, je vais vous transmettre les coordonnées pour l'inscription au bain sonore. Donc, vous pouvez vous inscrire, demander l'inscription par SMS ou par mail. Donc, je vais vous communiquer les coordonnées là maintenant dans le chat. Et donc, n'hésitez pas à diffuser et à partager cette conférence autour de vous si vous pensez qu'il y a des personnes de votre entourage qui seraient susceptibles d'être intéressées par la thématique de la dépendance affective et des addictions. N'hésitez pas à leur faire savoir que nous sommes en ligne. Ces personnes pourront poser des questions à la fin de cette conférence à nos 2 intervenants. Donc, n'hésitez pas à le faire. Et si vous avez des questions, mettez-moi questions en majuscules, comme ça je vais pouvoir voir très rapidement et simplement vos questions. Je les transmettrai aux intervenants à la fin de la conférence. Karim, je te laisse ouvrir le bal de la conférence. Oui, merci. Bonjour à tout le monde. Alors, la thématique est large, riche. Hein. Nous n'aurons pas le temps de l'explorer complètement, clairement. Hein. Se libérer de la dépendance affective et des addictions, c'est tout un programme. Il y aura une première partie où moi, je vais présenter des informations essentielles, clés, aussi résumées, synthétiques que possible, qui poseront le cadre général et le contenu qui nous intéresse aujourd'hui. Et puis la deuxième partie, avec Ritama, nous rentrerons plus sur l'aspect clinique à proprement parler, c'est-à-dire l'accompagnement de personnes qui se trouvent dans ces situations, addiction, dépendance, dans cette période inédite de notre
Terre, notre planète, eh bien, avec ce confinement, il y a pas mal d'explosions d'addiction, hein, ça c'est clair. Et concernant la dépendance, eh bien, c'est aussi en question. Alors, on peut commencer par des définitions simples. J'ai préféré ne pas aller dans les, les ouvrages médicaux ou psychiatriques volontairement, hein. Euh, pour ma part, eh bien, j'ai commencé très tôt, hein, dans l'accompagnement, puisque j'ai commencé en 1978, installé au centre-ville de Grenoble comme thérapeute. Et depuis, donc, j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup de monde et de modes de fonctionnement et de dysfonctionnement très variés, dont les addictions et dépendances, bien sûr. Alors, l'addiction, si on regarde qu'est-ce que l'addiction en termes en français, sa définition, dans le Larousse par exemple, c'est un processus par lequel un comportement humain permet d'accéder au plaisir immédiat tout en réduisant une sensation de malaise interne. Il s'accompagne d'une impossibilité à contrôler ce comportement en dépit de la connaissance de ses conséquences négatives. Ouais, ça veut dire que quand nous sommes dans l'addiction, on a beau le savoir, la volonté ne permet plus d'agir sur ce comportement. Sur le site du gouvernement, drogue.gouv, l'addiction est présentée comme une affection cérébrale chronique récidivante caractérisée par la recherche et l'usage compulsif de drogue malgré la connaissance de ses conséquences nocives. Bon, c'est une autre manière de l'exprimer qui ramène à une science, une discipline qui aujourd'hui tient le haut du pavé, qui est les neurosciences, hein, où il y a des découvertes qui se font, nous n'aurons hélas pas le temps de les développer ici, qui sont remarquables concernant ce qui se passe dans le cerveau humain dans ces situations notamment d'addiction. Concernant la dépendance, j'ai quand même été dans l'encyclopédie médicale et là, la dépendance affective peut être définie sommairement comme un besoin pathologique d'être aimé. Mais c'est la dépendance comme perte d'autonomie qui est évidemment un enjeu majeur de santé publique. Alors, dit autrement, l'addiction peut être considérée comme une dépense à des substances, comme les drogues, les médicaments, l'alcool par exemple, ou à des comportements, comme le jeu, le web, le smartphone par exemple. Ouais, il y a des gens qui sont complètement addicts à leur smartphone, vous le savez, peut-être vous en êtes. Et la dépendance, elle peut être définie comme une forme d'addiction aussi, mais là, c'est une addiction à une personne ou à des personnes ou à un groupe. Pour ma part, j'ai un regard assez particulier depuis le temps sur ces comportements-là et je considère dans ces différents comportements, que ce soit l'addiction ou la dépendance, que nous avons affaire à une situation d'emprise. Pour moi, que ce soit l'addiction ou la dépendance, nous avons quelque chose, un phénomène qui est le phénomène d'emprise. Et puis, la définition de l'emprise, c'est l'ascendant intellectuel ou moral de quelqu'un, c'est l'influence de quelque chose sur une personne, c'est être sous l'emprise d'une passion. Et chose intéressante que je retiens, c'est la prise de possession par l'administration d'une propriété privée immobilière. En termes administratifs, l'entreprise est donc l'expropriation d'un terrain. Pourquoi j'apporte cette définition? Eh bien, il est possible de considérer que ces situations d'emprise ou de dépendance, il y a une forme d'expropriation d'une partie de soi qui est à ce moment-là sous l'emprise de substances ou de personnes qui vont avoir un ascendant particulier avec toutes les influences. On a vu lors d'une dernière visio les manipulations mentales, notamment.
Donc, je considère, moi, qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'emprise quand je travaille avec ces personnes. Et là, on n'a pas le temps, mais ce sera avec plaisir que je rentrerai dans cette dynamique. J'ai un temps travaillé, j'ai été formé avec Toby Nathan, qui est un père de l'ethnopsychiatrie. Et lors d'une conférence, il s'est amusé, je me souviens, à présenter un médicament, une molécule, comme étant, elle, l'élément actif qui amène tout le fonctionnement de l'humain, le fonctionnement des usines qui les fabriquent, etc. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Les collègues psy qui étaient là avaient les yeux effarés face à cette position. Et là, je m'amuserais bien à rentrer dans cette position animiste, à savoir que c'est comme si, eh bien, il y a quelqu'un qui met l'autre sous son ascendant, hein, on est dans la dépendance, et il y a des substances comme une drogue par exemple qui est active et qui amène les individus à ce comportement addictif. Et mon approche dominante est la gestalt-thérapie, et dans la gestalt-thérapie, il y a une forme de travail que je qualifie moi d'animiste, puisque quand je travaille avec quelqu'un, cette personne, si on travaille sur un problème de dépendance, par exemple, ou que ce soit une substance dont la personne est dépendante, dans le mode de travail, cette substance va devenir vivante dans l'accompagnement. La personne va s'identifier à cette substance, va l'incarner, la vivre, et ça fait partie du processus thérapeutique avec des résultats qui sont, dans nombre de situations, très, très appréciables. Donc, emprise, c'est un terme que j'utilise volontiers pour ces situations-là. Et donc, il s'agit, l'accompagnement thérapeutique consiste à permettre à ces personnes de se libérer de cette emprise, que ce soit d'une personne dans le cas de la dépendance affective ou de substances ou de comportements de type dépendance aux jeux, au smartphone, etc. Alors, pour l'addiction aux substances, on ne va pas le développer ici, le fera un peu plus lors de la journée d'études du 12 juin. On sait maintenant qu'au niveau du cerveau, dans le centre du cerveau, il y a la zone hypophyso-thalamique où il y a deux substances qui sont importantes. La première, c'est la dopamine. La dopamine, où on a mis en évidence, on appelle le circuit du plaisir, et qui fait que je commence à prendre une substance, je génère cette substance, la dopamine, dans le cerveau, et puis ensuite, je vais être amené à en vouloir plus, toujours plus, et ainsi se met en place le circuit de l'addiction, hein, la dopamine. Et on vient récemment de découvrir que la sérotonine joue un rôle vraiment très, très important dans ces fonctionnements addictifs. Et il y a une autre approche qui est l'épigénétique, hein, on n'a pas le temps de développer ici, où on vient de constater, c'est tout récent encore, il y a des recherches qui sont en cours, que la dopamine et la sérotonine ont un rôle très important sur l'expression des gènes même qui nous animent. C'est très passionnant, et ce sont des recherches qui vont permettre, en termes d'accompagnement thérapeutique, voire de production de substances aidantes, de faire probablement des progrès appréciables. Mais là, nous allons rester au niveau du fonctionnement humain de manière générique. Il y a des failles qui vont être disponibles en nous et qui vont permettre de devenir addict ou dépendant. Je vais vous en présenter quelques-unes. Ça va pas être exhaustif, mais c'est ce que je considère les plus évidentes. J'en ai recensé au nombre de 7. Ce sont 7 faiblesses ou 7 failles qui peuvent ouvrir la porte au comportement de dépendance ou d'addiction. Alors la première,
On l'a évoqué lors de la visioconférence sur la manipulation, c'est la faible estime de soi, la non-confiance en soi, l'insécurité. Quand on est dans cette dynamique-là, on a déjà une faille, une porte ouverte à ces comportements de dépendance ou addictifs. Une autre faille va être la tendance à la soumission. Une troisième va être la tendance fusionnelle. Cette dynamique qu'en Gestalt thérapie, qu'on appelle la confluence, cette dynamique d'indifférenciation de soi et de l'autre, elle a tendance à se fondre avec l'autre, avec les autres. Nous avons une quatrième faille ou faiblesse qui va être la solitude, la peur de la solitude, ou l'isolement. Là, on a une voie ouverte, une brèche possible. Une cinquième faille va être l'idéalisation. L'idéalisation qui va nous conduire à de la fascination pour des représentations, pour des comportements, pour des personnes. Et c'est alors aussi la porte ouverte à la soumission. Ça va concerner particulièrement la dépendance. Une sixième faille va être tout ce que sont les perturbations psychosomatiques, somatiques, comme des troubles du sommeil. Quand on est très perturbé au niveau du sommeil, là, on est en période de fragilité, des douleurs récurrentes, différentes formes de maladies vont être aussi des portes ouvertes à l'addiction et à la dépendance. Allez, un septième point, ça pourrait être le premier, c'est celui que je constate régulièrement depuis que j'exerce ce métier, c'est l'expérience d'un ou de plusieurs traumas. J'ai déjà eu l'occasion d'aborder ce sujet lors d'une conférence précédente avec mon ami la psychiatre Denis Wolinker qui est à Londres. Je rappellerai simplement ici que le trauma, ça signifie en grec blessure. C'est donc une blessure qui peut être physique, psychique ou les deux et qui se traduit en signes pathologiques dans notre organisme ou en termes de comportement. Cela va donc nous conduire à des états dits de stress post-traumatique et les traumas peuvent remonter loin dans l'enfance. Donc, dans le travail thérapeutique, nous allons, dans un nombre de situations, retrouver ces moments-là traumatiques et ils peuvent même être transgénérationnels. C'est-à-dire ça peut remonter à nos ascendants. Là, j'ai un exemple d'une personne d'un âge mûr, d'un âge avancé, qui a eu le flash, un moment, d'un inceste avec son père. Donc, elle est adulte, cette personne, et surgit dans son esprit une situation d'inceste avec son père qui la perturbe terriblement. Elle garde ça pour elle et cette personne se met à consommer de l'alcool. Et elle finit par devenir addicte à l'alcool. Et quand elle vient me voir, c'est pour se libérer de l'alcool. Et quand nous avançons dans ce désir de se libérer de l'alcool, elle met à jour cette situation difficile, ce flash qui lui est revenu, que nous explorons. Et puis dans cet accompagnement se révèlent vraiment d'autres traumas qui se sont là conjugués et qui amènent à cette situation d'addiction et de mal-être terrible. Donc, vous pouvez imaginer dans ce type de cas la souffrance vécue et les diverses manifestations somatiques, pathologiques qui accompagnent sa vie. Alors, maintenant, quelles sont les conditions pour pouvoir se libérer d'une dépendance affective ou d'une addiction? Il y en a.
les conditions, en tout cas, que j'observe, moi, dans mon accompagnement depuis quelques décennies maintenant, c'est que pour se libérer d'une dépendance affective ou d'une addiction, il faut, qu'il y ait une prise de conscience, qu'il y ait la reconnaissance de cet état d'addiction ou de dépendance. S'il n'y a pas la reconnaissance de cet état, ça ne va pas être évident. Ouais. Donc, prise de conscience, reconnaissance de cet état d'addiction ou de dépendance. Et c'est le temps dans l'accompagnement important pour moi de ce temps du constat. Ce temps du constat demande à être bien traité, bien exploré. Ouais, c'est une première phase importante dans l'accompagnement pour libérer de la dépendance affective ou de l'addiction. Le deuxième temps qui est important, c'est la nécessité qu'émerge un désir de changement. Ouais, il est important qu'il y ait naissance, émergence d'un désir de changement. L'intensité de ce désir va être très variable. Elle peut aller d'un stade ténu, très fragile, à une intensité massive, puissante et bien affirmée. Cette étape aussi, elle demande un accompagnement spécifique qui va permettre, s'il est de qualité, une bonne maturation de ce désir de changement. Je considère que là, le rôle du thérapeute est d'être, entre autres, contenant et catalyseur de ce désir de changement. Donc ça, c'est la deuxième condition importante pour se libérer. Et le troisième, eh bien, c'est que ce désir de changement soit suffisamment affirmé pour que suffisamment précisé pour qu'il puisse être traduit en objectifs clairs et précis de changement. Et là, de nouveaux processus adaptés vont pouvoir être mis en jeu dans cette étape de l'accompagnement. Et nous disposons aujourd'hui d'outils appréciables pour favoriser ce changement souhaité. Alors bien sûr, la gestalt thérapie est une ressource appréciable, tout comme l'hypnose ou le MDR, ou une approche qui a le vent en poupe actuellement, qui est dite l'approche cognitivo-comportementale. Il y en a d'autres. Donc, j'arrêterai mon énumération ici. Mais pour ma part, je considère qu'avant toute méthode ou toute technique, il s'agit avant tout d'une relation. Il s'agit d'une relation. Il y a eu un congrès il y a un nombre d'années à Lausanne où, je crois que c'est des chercheurs de Lausanne qui ont mis en évidence qu'en fait, ce qui opérait dans l'accompagnement thérapeutique, c'était avant tout, avant la théorie, la technique, c'est la personnalité du thérapeute. Donc, c'est avant tout la relation et la personne du thérapeute et l'interaction de ces deux personnes qui vont être importantes. Je considère la relation comme, pour prendre une métaphore, une analogie, comme la nappe phréatique des processus thérapeutiques. Alors, eh bien, si vous voulez vous débarrasser d'une addiction, d'une dépendance affective, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, je rappelle très vite, il faut commencer par en prendre conscience. Il faut commencer par la reconnaître. Ensuite, eh bien, il faut commencer par souhaiter changer. Il faut commencer à souhaiter changer. C'est une étape, ça. Et de ce souhait de changer, eh bien, il s'agit de prendre la décision, accéder à la responsabilité de prendre la décision de changer. Et à partir de la prise de décision de changer, eh bien, il s'agira ensuite de mobiliser les ressources adaptées pour que ce changement s'opère. Et pour cela, eh bien, il s'agit de fréquenter régulièrement les bonnes personnes. Les bonnes personnes, c'est bien sûr, ce sont des professionnels qui sont en mesure d'accompagner, c'est l'environnement, c'est les gens dans la vie quotidienne aussi qui vont pouvoir être aidants. Voilà, donc de manière très, très concise,
aussi simple que possible comment j'ai proposé cette introduction de la problématique de se libérer de la dépendance affective et de l'addiction. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions, Hermina, auxquelles nous pouvons répondre. Et Ritama, si tu as envie de… Alors là, pour l'instant, je n'ai pas vu de questions. Non, une personne qui m'avait demandé s'il y aurait un replay. Oui, c'est enregistré d'office sur Facebook. Donc, n'hésitez pas même à transmettre le replay à votre entourage ou à une personne à qui vous pensez, parce que ce sont vraiment une thématique qui touche pas mal de monde, pas mal de personnes. Surtout en ce moment, dans la période du Covid, donc, qui a pu exacerber cette tendance d'addiction. Donc, n'hésitez pas, même si vous regardez ultérieurement, pas en live, on prendra le temps de répondre aux commentaires, même ultérieurement. Voilà, donc, vraiment, n'hésitez pas à transmettre si vous regardez maintenant ou après, et à poser vos questions, même ultérieurement. Donc voilà, il n'y a pas de questions pour l'instant. Voilà, donc merci en tout cas d'être tous présents et de nous suivre. N'hésitez pas à poser vos questions. Je ne sais pas si Ritama, tu souhaites rebondir. Je vais rebondir avec ce que je vais continuer à… je ne sais pas si Karim, tu veux encore… Non, je crois avoir dit l'essentiel. Je compléterai éventuellement après à partir de ton propos. Ok. Alors, donc moi, je vais revenir sur la période de l'enfance et de l'adolescence parce que je pars du principe donc, que l'enfant, il a ses idées au départ, il sait se projeter en toute liberté, il est sans compression, sans interdit, il vit dans son monde imaginaire et puis il va arriver la construction parentale qui est nécessaire, ça lui donne des rails, une structure. Et parce que, bon, je fais de l'humanitaire aussi à Madagascar et on voit que les jeunes qui n'ont absolument pas de structure, qui vivent dans la rue, il y a de nombreux problèmes et troubles psychiques à la suite et de nombreuses addictions. Donc, quelle que soit notre éducation et ce que l'on a reçu de nos parents, ça nous donne quand même des rails et une certaine sécurité. Du coup, cet enfant a quand même appris à être conditionné, à obéir, à remplacer ce qui était en lui d'inné par des certitudes, des espèces d'habitudes, des présupposés, des croyances. Et il s'est appareillé quelque part de béquille pour vivre dans ce monde pratique, matériel, pragmatique, où il faut être performant tout le temps, quel que soit le prix à payer, il faut être performant. Et il apprend qu'il faut être conforme, qu'il faut être adapté, heureux. On n'a pas le droit d'être déprimé, on n'a pas le droit d'être un loser. Et on est un espèce de pion dans un système qui est censé marcher. Et il y a des pressions de tous les instants, ce qui pourra entraîner par la suite, bien sûr, la recherche d'un produit miracle pour se sortir de là. Sur YouTube, vous pourrez regarder, j'ai des vidéos sur ces sujets, sur Ritama. Alors, donc, Freud parle aussi de cette première expérience avec la mère, de la douleur de la perdre, donc une espèce de souffrance chronique puisqu'on ne peut pas posséder l'autre, donc on a peur. Et dans le jeu de la bobine de Freud, on voit un enfant qui joue avec une bobine, qui la lance, qui la rattrape, et puis la relance. Il joue avec la perte de l'objet, mais là, lui, il sait tirer sur le fil. Mais adulte, après, on ne sait plus trop tirer sur le fil. La personne ne vient pas à nous comme ça. Donc, on ne possède pas l'autre. Alors, pour que l'enfant se développe, il faut bien qu'il se nourrisse physiquement avec son esprit, avec son affectivité, avec sa sociabilité. Et s'il ne va pas bien, il va s'amputer d'une de ses potentialités. Alors, le début de l'adolescence, en moyenne, chez une fille, c'est 12 ans et 8 mois, et chez un garçon, c'est 13 ans et 6 mois. C'est souvent très tôt et ça peut avoir des effets très traumatisants puisque l'adolescent va se confronter au processus de séparation, d'individuation et c'est là où ça va être une période propice à l'installation de conduites addictives. Il va avoir besoin de temps pour intégrer ce nouveau corps, cette évolution physique est plus rapide que l'évolution psychologique. Et ça va être une rupture fondamentale avec l'enfance, c'est une mort symbolique de l'enfance. Donc, c'est assez compliqué pour l'adolescent qui n'a pas terminé sa croissance. Et lui, il doit répondre à des contraintes sociales, à des pulsions instinctives, des pressions auxquelles il ne sait pas faire face.
surtout qu'on peut se dire que vraiment l'adolescent, enfin l'adulte, c'est plutôt à 25 ans qu'il va être capable de raisonner par rapport à tout ce qu'il aura appris de son éducation. Donc cet adolescent est en période de perte et de deuil successif de beaucoup de choses, de relations avec ses parents, avec son entourage, de perte de démonstration affectueuse. Le parent ne le remplace plus, il doit être responsable et il a une perte donc de l'image du parent idéal, il prend conscience que ses parents ont des défauts. Il a une perte de référence, changement d'école, d'entourage, il a de changement d'investissement, d'intérêt et il a peu de moyens de défense. Ces moyens de défense, c'est l'agressivité, c'est l'opposition, c'est le faire paraître, c'est le clivage, passer d'un extrême à l'autre, c'est l'intellectualisation ou alors c'est sombrer bien dans les addictions. Donc, la crise d'adolescence est normale, elle est structurante, mais elle est nécessaire pour passer au stade adulte. Donc, les parents doivent accompagner cette crise identitaire. Souvent, c'est compliqué pour l'entourage. Et l'enfant, l'adolescent doit se construire. Et lui, il a un problème de territoire, il a tout d'un coup une ouverture aux libertés, il faut mettre en œuvre ses propres ressources. Donc, il a une période révélatrice de ses ressources narcissiques, de son estime de soi, de son degré de confiance. Et plus il va se sentir en insécurité, Karim, tu l'as dit, il va vers des conduites addictives, il va se sentir menacé dans son autonomie. Moi, je parle souvent en disant attendre, c'est dépendre. Et en fait, c'est cette attente qui donne en l'autre le pouvoir sur soi, puisque si on attend de l'autre, eh bien l'autre a un pouvoir énorme sur soi. Et donc là, il attend une relation d'amour, une attente tout azimut. Et c'est ce qui nous met ensuite dans la peur de souffrir, d'être persécuté, de perdre. Voilà. Alors, donc, la dépendance, c'est une espèce d'impossibilité de s'abstenir de consommer ou d'avoir des addictions. Alors, on parle de conduite ordalique. Le comportement ordalique, c'est un comportement à haut risque qui prend sa source dans le désir de jouer avec la mort à des fins de revitalisation de son existence. C'est un besoin de légitimer, de valider et s'assurer de sa propre existence en risquant de la perdre. Donc, c'est une pulsion de vie qui est en perpétuelle stimulation. Donc, c'est jouer à la roulette russe, quelque part, avec sa vie. Et bien sûr, ça donne de l'intensité, de l'adrénaline pour les personnes qui sont dans l'addiction. Et il y a un désir sous-jacent de renaître, de maîtriser le cours de son existence, de reprendre le contrôle dessus, mais peut-être pas par le bon biais. Alors, la dépendance affective, c'est assez paradoxal parce que c'est à la fois une quête d'indépendance et d'autosuffisance absolue, et en même temps, c'est une impossibilité d'intérioriser une relation de dépendance à une personne. Je ne veux pas être dépendant et en même temps, j'ai besoin de l'autre. Comment je fais ? Donc, cette addiction va remplacer le vide qui est quelquefois abyssal. C'est vraiment un vide terrible. Et quelquefois, les personnes vont dire « je n'ai pas demandé à naître, mais je peux décider de mourir. Je vais me substituer à mes parents, je vais mourir en croyant vivre et reprendre ma liberté. » Et quelquefois, si je suis émue aussi par quelqu'un, je vais avoir peur de l'autre parce que je vais subir les émotions de l'autre. Il va me diriger, il va m'envahir avec ses sensations, alors que dans l'addiction, je suis acteur. Je me donne mes émotions par moi-même. Personne ne me fait subir. Je pense contrôler mes émotions et mes sensations. Et l'addiction, malheureusement, ne nourrit pas. Elle ne permet pas de s'en sortir parce qu'on va y penser toute la journée. On va tomber dans une espèce de folie de l'agrippement, dans un espèce d'appauvrissement inacceptable pour soi-même. C'est la honte, le doute qui vont nous envahir sans cesse. Alors, comment faire pour se sortir de tout ça? Donc, derrière toute dépendance, il faut vraiment travailler la dépendance affective qui est cachée quelque part. Il faut remplir ce vide, ce manque, il faut trouver. Pourquoi? Alors, moi, je dis souvent qu'il ne faut pas avoir peur de souffrir. Alors, les addictés, ils disent on souffre tout le temps. Mais souffrir, c'est s'ouvrir. C'est permettre une tranchée en soi qui va pouvoir révolutionner notre façon de penser, d'agir,
de choisir, de nous différencier, de nous appartenir, d'être enfin soi. Donc, on ne peut pas faire l'économie d'un travail de deuil et d'acceptation de perte afin de dépasser l'angoisse. Donc, ce que tu disais, Karim, très bien, c'était qu'en effet, il faut avoir conscience qu'il faut faire un travail sur soi. Ce n'est pas l'autre qui va nous aider, il va pouvoir réveiller et révéler des choses en nous, mais c'est nous qui sommes maîtres d'œuvre. Donc, il faut arrêter de se contorsionner pour répondre aux exigences de notre entourage, d'être dans la performance. C'est plutôt accepter d'avoir des ruptures en soi, mais pas des ruptures en comblant par le vide, de les regarder, nos ruptures, de dépasser nos résistances, de nettoyer nos mémoires que l'on peut, parce qu'on a des mémoires dans le transgénérationnel que tu as souligné, on a des choses qui nous impactent, on porte quelquefois des choses qui ne nous appartiennent absolument pas et qu'il faut absolument défaire, peut-être en faisant un travail en constellation familiale, en travail thérapeutique, comportemental, mais il faut aller chercher aussi des choses quelquefois qui ne nous appartiennent pas et qu'on porte toute notre vie. Donc, il faut arrêter de vivre aussi au travers de l'autre, c'est-à-dire attendre que tout se fasse, je suis tranquillement sur ma plage et oui, au chaud, et bon, j'ai eu mon éducation, etc. Mais derrière, là-bas, il y a les vagues énormes et il va falloir que j'aille traverser. Et de l'autre côté, là-bas, oui, il y a moi. Mais seulement aller traverser de l'autre côté et aller dans les vagues, c'est extrêmement compliqué. Quelquefois, je mets un peu les pieds dans l'eau, mais quand je vois la montagne qui va arriver, je préfère rester au chaud sur le sable. Sauf que sur le sable, je n'avance pas. Et il faut accepter que chaque pas soit le premier pas. Donc, c'est une certaine discipline pour soi. Et donc, comme tu disais très bien, c'est une conscientisation qu'on va pouvoir faire en se demandant peut-être de l'aide si on n'y arrive pas. Mais c'est une prise de conscience. Et dépendre des conditions extérieures ou de quelqu'un, c'est extrêmement dangereux. Car le risque est absolument immense de perdre la chose dont j'ai envie, de perdre la personne dont je dépends. Donc, si je crois que c'est l'autre qui va me rendre heureux, je serai toujours malheureux. Si je crois que c'est l'addiction qui va combler mon vide, je serai toujours malheureux. Donc, peut-être qu'il faut, est-ce que nous vivons dans un monde où le choix est énorme, on a des diverses multitudes de potentialités, et notre croyance, c'est d'avoir le choix, ça crée de la liberté. Cela nous rend libres. Je ne sais pas, c'est une réflexion qu'on pourra avoir une autre fois. Donc, on ne choisit pas d'aller mal, mais on souffre. Et quelquefois, quand on veut essayer d'aller bien, c'est anxiogène. Parce que aller bien, ça va durer combien de temps notre bonheur? On n'en sait pas. Donc, on n'a pas de maîtrise du bonheur. Donc, quelquefois, on préfère rester dans nos frustrations, dans nos déceptions, dans notre drogue, dans nos addictions, parce que ça implique un changement. Et je suis qui après ce changement? Je ne sais pas. Donc, quelque part, finalement, est-ce que je ne préfère pas rester sur ma plage, tranquillement au chaud, parce que avec mes addictions, avec tout ça, parce que c'est quoi le risque? Il y a qui derrière tout ça, Et donc, il faut chercher en soi ce qu'il y a comme pouvoir de vitalité, de transformation, parce que ce n'est pas la peur qui dicte nos choix. On l'a vu dans le Covid, il ne faut pas se laisser prendre par cette peur, parce que sinon, ça nous met en échec. Évidemment, on peut dire, si je ne passe pas mon examen, je connais le résultat. Et si je passe mon examen, il va rester une inconnue, qui va me faire encore plus peur, parce que je ne sais pas si je vais réussir. Donc, tant qu'à faire, tant pis, je préfère m'enfermer pour me protéger et pas passer mon examen. Donc, il ne faut pas avoir peur. Cette peur, il faut absolument essayer de la dépasser. Alors, je vais vous parler, je ne sais pas s'il y a des questions déjà par rapport à ce que j'ai raconté avant que je parte sur des études de cas. Non, là, je ne vois pas de questions. Nous avons beaucoup de personnes qui nous suivent actuellement, mais je n'ai pas de questions. Ne soyez pas timides, n'hésitez pas à poser des questions, même sur une situation que vous vivez actuellement. Pourquoi pas? Là, vous avez vraiment l'opportunité de poser des questions à des experts dans le domaine, donc n'hésitez pas. Puis c'est un sujet qui est en même temps délicat, et en même temps, oui, l'avantage, c'est qu'on ne voit que nous trois sur l'écran et que les gens qui s'expriment, nous ne vous voyons pas du tout. Donc, vous pouvez vraiment vous livrer. Oui, exactement.
Oui, effectivement, moi je lis je lis de l'écrit, voilà. Donc, faut profiter de la présence en direct de Ritama et Karim, de leur expérience de longue date. Voilà. N'hésitez pas, vraiment, vraiment, c'est maintenant ou jamais. Voilà, donc après des éléments de compréhension, des indications pour éviter de sombrer dans la dépendance ou l'addiction, ou pour s'en sortir, eh bien, on va avancer sur quelques cas concrets. Ok. Alors, je vais vous parler d'un témoignage j'aime beaucoup, d'une patiente que j'accompagne qui s'appelle Suzanne, et elle m'a envoyé un audio. Donc, elle avait vraiment envie de communiquer un message ce soir. Donc, elle a 29 ans. Et donc, elle me dit, j'avais un besoin permanent de reconnaissance, des mauvaises fréquentations, mauvais choix de couple. Le bonheur était inatteignable seul. Le bonheur était synonyme de rendre heureux quelqu'un et qu'il nous rende heureux. Avant, mon bonheur dépendait des autres, d'une tierce personne. Je n'étais pas maître de ce que je voulais et de ce que je pouvais construire. Et les addictions avec les drogues dures ont commencé en même temps que ma crise identitaire, besoin irrépressible d'appartenir à un groupe, et je voulais que tout le monde m'aime, être amie à tout le monde sans être sélective, notamment dans le milieu de la nuit, boîte de nuit et rêve, accès aux drogues dures. Malaise identitaire, emprisonnement là-dedans, j'en étais responsable. Choix de vivre dans l'illusion, le paraître, tout le monde s'aime, monde de bisounours. Et tout allait bien en surface, je planais, les problèmes s'effaçaient, je ne consacrais plus assez de temps à mes études, à ma famille. J'avais des relations amoureuses que je pensais sérieuses, mais je vivais dans l'appartenance, vouée à l'échec. J'étais dans la jalousie, l'illusion d'amour avec la privation de liberté, le contrôle sur l'autre. Donc le combat contre les addictions, c'était ressentir que j'étais libre avec l'alcool et les drogues, que cela me permettait de me sauver. Sans ces substances, je ne pouvais pas vivre, ni faire la fête, ni danser, ni me désinhiber, ni ressentir des émotions, ni me rassurer. Quand j'avais des rapports sexuels, je n'arrivais pas à ressentir de plaisir sans consommer. Même la sexualité en prenait un coup. Je bloquais mes émotions que je ne pouvais libérer qu'avec des substances. Et alors, elle continue et elle dit, pour me sortir de tout cela, ça a été mon entourage, la prise de conscience, de prendre contact avec soi-même et la thérapie. La personne la plus importante aujourd'hui est moi-même. En me faisant passer avant les autres, je peux aimer les autres. Aujourd'hui, j'ai appris à aimer sans peur, avec la liberté de construire à deux ensemble. C'est une renaissance progressive de mon corps. Il faut du temps pour que l'on arrive à s'accorder ensemble. Et son message d'amour, elle dit, je souhaite aux personnes prisonnières des addictions, c'est dur, compliqué au niveau corporel, affectif, amoureux, cérébral, mais c'est formateur quand on arrive à dépasser cela. Je n'ai pas de regrets dans ces épreuves-là. Il y a des personnes qui font partie de ma vie que je n'aurais pas eu la chance de rencontrer, comme ma thérapeute. Je souhaite aux personnes de trouver la résilience, l'amour d'eux-mêmes, l'amour de la vie. Tout le monde mérite d'être heureux. Chacun a la ressource pour le faire. Donc, c'est un très beau témoignage qu'elle a souhaité faire. Donc, Suzanne est toujours, elle m'a dit que je pouvais donner son prénom. Donc, c'est toujours ma patiente aujourd'hui. Et elle était même, elle avait une certaine fierté. Elle était contente de pouvoir témoigner ce soir par ce biais. Oui, donc là, c'est un beau témoignage d'un parcours de libération. Hein, ce témoignage montre que c'est la connexion vraiment à soi, la connexion à ses besoins fondamentaux et la prise de responsabilité dans le sens gestaltiste, qui est responsibility, c'est-à-dire la capacité à répondre de répondre de moi, de répondre de mes besoins. Et à partir de là, je peux vraiment rentrer en relation avec l'autre et avec de plus en plus de liberté, de plus en plus de liberté d'être. Donc, c'est précieux. Et c'est toujours gratifiant pour les thérapeutes quand nous avons affaire à ces belles évolutions. Et c'est vrai que quand on a passé ces épreuves-là, ça devient une richesse ensuite. Ça devient une richesse inestimable pour les gens qui arrivent à se libérer. Hein.
J'ai une question pour vous. Si on en est sorti, est-ce qu'on peut retomber dans l'addiction même si on a fait un travail, qu'on a réussi à s'en sortir, un peu comme les alcooliques anonymes qui ne peuvent plus prendre de l'alcool, en tout cas faire très attention jusqu'à la fin de leur jour. Est-ce que c'est une fatalité? Est-ce que l'addiction est une fatalité où on doit faire très très attention de ne pas replonger? Bon, moi, je vais donner je ne pense pas que ce soit une fatalité parce que ça voudrait dire que du coup, on n'est plus maître de rien dans notre vie. Donc, pour moi, on est pilote de sa vie. On peut agir, se confronter justement à notre structure, à notre lignée, à changer de référentiel. Donc, justement, si on a réussi à couper avec tout ça, eh bien, on a déjà changé des choses en nous. On a changé de référentiel. On n'est plus prisonnier toute sa vie, ni victime de sa vie. Donc, même si on nous a appris à être résigné, là, on peut ne pas être résigné et on peut faire face puisqu'on a appris beaucoup, comme Suzanne. Je pense qu'on s'est renforcé à l'intérieur. Donc, bien sûr, on ne peut pas garantir. Et au départ, je vais donner un autre cas après, bien sûr qu'il y a des rechutes. Et quelquefois, ce n'est pas tout de suite qu'on arrive à aller jusqu'au bout. Quelquefois, ça prend plusieurs années. Mais c'est aussi notre volonté personnelle et notre avancée et notre cheminement et notre reprise en main de piloter notre vie qui font que c'est à nous d'avancer mais bien sûr que on ne peut pas garantir. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Karim. Oui, moi je peux dire simplement que nous sommes des êtres extraordinaires, que nous avons un potentiel aussi bien dans le plus terrible comme le plus formidable. Et c'est ça notre challenge sur cette planète, hein, c'est d'évoluer avec toute cette... c'est possible en nous. Il y a une parole arabo-musulmane qui dit « Qui croit en Allah voit ses miracles ». Hein, donc, tout ce que nous vivons, nous le créons, nous le co-créons. Et bien, on a la possibilité de créer une autre réalité intérieure qui va se projeter sur l'environnement extérieur, et ça passe par un vrai travail. Il y a un chaudron là qu'il faut faire chauffer pour amener à la transformation. Et cette transformation passe aussi par des moments de régression, de repli, de recul, voire de rechute. Ça fait partie du chemin. Et l'échec, comme on dit, c'est pas la chute, hein, c'est de ne pas se relever. Ouais. Donc, le tout, c'est de se remettre en mouvement et de continuer. Et ça fait partie du chemin et c'est assez extraordinaire. Je souhaiterais rebondir sur cette question d'addiction. Quand ça nous dépasse au niveau biologique, tu as parlé tout à l'heure, Karim, de l'influence de la dopamine et de la sérotonine. Si effectivement nous avons une addiction qui est plutôt de l'ordre du corps biologique, est-ce que le travail intellectuel est vraiment suffisant? Parce que le corps a son mot à dire. Si c'est le corps biologiquement qui est addict à une substance et que les hormones fonctionnent par rapport à ça, comment on peut s'en sortir? Alors, si on est uniquement au niveau de la parole, ce n'est absolument pas suffisant. Surtout dans ces difficultés-là, c'est une approche globale qui est importante et c'est aussi des approches complémentaires, c'est-à-dire plusieurs professionnels qui vont pouvoir concourir en complémentarité. Il y a la chose importante et c'est important, en tout cas, l'approche dans laquelle je suis récemment aussi, c'est vraiment la prise en compte du corps, c'est la prise en compte d'autres ressources, comme vous le savez, j'ai écrit mon dernier livre, c'est sur les hormones du bien-être. Donc, nous avons la ressource de mobiliser cette dopamine, cette sérotonine, l'endorphine, l'ocytocine, toutes ces hormones dites du bien-être ou du bonheur. Nous avons heureusement la possibilité de les mobiliser. Et dans l'accompagnement de ces personnes-là, en tout cas pour ma part, je mets en place les conditions, j'ouvre à la possibilité de remobiliser en soi ces hormones du bien-être
qui vont nourrir le processus. Hein. Donc, on a cette ressource, et comme Ritama travaille par exemple avec des bols, des vibrations, on a des ressources. Aujourd'hui, on est dans une période vraiment extraordinaire, on a de multiples ressources à notre disposition pour évoluer, pour changer. Hein. Et, par contre, il s'agit de rencontrer les bonnes personnes, les bons espaces pour cela. Merci Karim. Nous avons une personne donc, dans le chat qui nous pose une question. Donc Marion Holt qui nous pose cette question. Intégrez-vous l'alimentation émotionnelle dans votre définition des addictions? Si oui, pourquoi? Dans quelle mesure? Dans votre pratique, accompagnez-vous des personnes avec une alimentation émotionnelle de la même façon que vous accompagnez quelqu'un avec une addiction classique? Je te laisse la main. Très bonne question, merci de l'avoir posée. Bon, d'abord, j'aurais besoin de savoir qu'est-ce que c'est qu'une alimentation émotionnelle, hein, de manière générique. En tout cas, pour ma part, dans mon travail, j'ai accompagné des personnes qui se trouvent avec une problématique dans le rapport à l'alimentation, hein, dans l'anorexie. On est là dans une dynamique d'emprise, une dynamique d'addiction, de dépendance dans ce rapport à l'alimentation. Toutes ces dynamiques vont se jouer. Donc, qualitativement, l'accompagnement, il est quasiment équivalent au niveau de fondamentaux. Hein. Donc, pour ma part, je travaille avec quelqu'un qui est dans une problématique d'alimentation ou de dépendance à quelqu'un. La dynamique de fond est la même. Ensuite, il y a un ajustement spécifique après à chaque personne, puisque chaque personne est singulière et le cheminement est vraiment propre à chacun, à chacune. Maintenant, juste en complément, l'alimentation est un élément important aussi pour avancer dans une meilleure qualité de vie. Hein. Si on mange n'importe quoi, n'importe comment, ben ça va alimenter des dysfonctionnements au niveau de l'organisme qui ne vont pas encourager un rééquilibrage, une harmonisation au niveau organique de l'organisme et de notre être. Alors là, par contre, c'était plutôt l'alimentation émotionnelle, donc dans la définition des addictions. Donc le lien des émotions dans la définition des addictions. Donc est-ce qu'on peut l'addiction, donc là, il y a aussi ce lien entre la dépendance affective donc, et l'addiction pure. Donc, je sais que la dépendance affective est très souvent liée à un souci d'attachement. Maintenant, peut-être lié, puisque la thématique est la dépendance affective. Donc, je suppose que la dépendance affective est concentrée uniquement à la personne où on peut parler de dépendance affective, émotionnelle aux addictions. Alors, voilà, c'est peut-être ce lien-là à préciser. Mais en tout cas, l'alimentation comprend une forte charge affective, émotionnelle. Quand on mange, on ne fait pas que manger de la matière. Comme disait un connaissance, un ami psychanalyste, à table, ce n'est pas seulement ce qui y passe qui est important, mais c'est ce qui s'y passe. Et donc, tout notre rapport à l'alimentation est lié à la façon dont nous avons évolué dans notre milieu familial et dans notre culture. Et donc, on le voit bien que ne serait-ce qu'amener à une modification de son mode d'alimentation, combien c'est difficile, combien nous sommes addicts à certains modes alimentaires dans lesquels nous sommes. L'addiction est partout, en fait. Hein. Oui, on est partout complètement… dans des formes différentes. Oui, tout à fait. Il y a toutes… oui, les émotions font qu'on va manger pendant un stress ou une douleur affective, etc. Les émotions vont faire également nous retomber dans cette période de l'allaitement, du contact fusionnel avec la mère. Et c'était effectivement, quand on criait, on avait besoin du contact. Donc, on savait comment manipuler la mère par le cri. L'alimentation de la mère faisait qu'on s'apaisait. Donc, il y a de ça aussi quand on mange, c'est s'apaiser.
pour donner aussi un exemple un peu caricatural et simpliste, vous avez la situation d'un enfant qui a besoin d'un câlin. Au niveau de son état émotif, c'est de retrouver sa maman et de faire un câlin. La maman n'est pas très câlin et elle-même peut-être pas très bien connectée avec ses émotions. L'enfant vient, qu'est-ce qu'elle fait, la maman? Eh bien, elle va lui donner une pâtisserie. L'enfant va associer ce besoin d'affection à de la pâtisserie. Et qu'est-ce qui va se passer avec la répétition? C'est que l'enfant va substituer son besoin fondamental qui est d'ocytocine, de connexion à l'autre par la tendresse, par le corps, à quelque chose qui va être de l'ordre qui va passer par l'oralité, par la bouche. Et de là, nous allons avoir un comportement d'addiction et avec le surpoids qui va avec et tous les troubles qui vont en découler. Et donc, tout le travail thérapeutique va être de connecter quel est le besoin fondamental qui sous-tend ce type de comportement, hein, pour pouvoir s'en libérer. Donc, quand on parle d'émotion, la question c'est jusqu'où nous sommes connectés à nos besoins fondamentaux, et ça c'est toute la dynamique gestaltiste qui est riche à cet égard, et jusqu'où est-ce que nous sommes en conscience connectés à nos émotions, jusqu'où est-ce que nous les reconnaissons, nous les vivons, nous les assumons. L'intelligence émotionnelle est une donnée qui est toute jeune, toute récente, nous commençons à peine à la reconnaître dans notre culture là, hein. Donc, à un niveau global de la société, il y a une carence au corps, il y a une carence au niveau de la conscience et du corps et de ces messages et au niveau des émotions. Oui, alors du coup, tu as quasi répondu à Corinne. Donc, Corinne Picarda, donc effectivement, elle nous écrit, en effet, on sait ce qu'il nous faut pour notre santé, mais les émotions prennent le dessus. Et elle a raison. Je connais pas mal de personnes qui savent que c'est par un problème émotionnel qu'elles craquent au niveau alimentaire, mais c'est beaucoup plus fort qu'elles. Et donc, Corinne pose la question, comment faire pour gérer cela? Bon, ça s'appelle la névrose, hein. Ah, ça s'appelle la névrose, c'est-à-dire prendre conscience d'un fonctionnement ou quelque chose qui peut être gênant ou d'un dysfonctionnement, et puis d'être avec, être dans le constat, c'est-à-dire être dans la dynamique du constat. Pour ma part, quand je reçois quelqu'un qui est dans cette dynamique-là, je l'ai évoqué dans la première partie, hein, c'est-à-dire je prends le temps d'explorer quel est ce constat. Et c'est un travail, un accompagnement très spécifique. Et à partir de ce constat, va pouvoir émerger, va pouvoir maturer le désir de changement. Et à partir de ce désir de changement, nous allons pouvoir avancer vers la possibilité de modifier cela. Donc, en général, c'est le fonctionnement habituel, c'est-à-dire que eh bien, nous sommes victimes, c'est l'émotion, hein, c'est la drogue, c'est l'autre. Nous sommes victimes. Et dans la dynamique gestaltiste, il s'agit de commencer à devenir responsable, c'est-à-dire d'en répondre de ce que je vis, de comment je fonctionne, comment je dysfonctionne, pour que cette responsabilité, la capacité à répondre grandisse. Et là, c'est un travail de maturation, que la vie permet, heureusement par ailleurs. On n'a pas besoin d'être en thérapie ou tout le temps en thérapie pour évoluer, heureusement, hein. On ne fait pas ici la promotion de la thérapie des thérapeutes. Il faut absolument que tout le monde y passe. Pas question, hein, heureusement. Et en tout cas, quand nous avons la possibilité de venir dans ces espaces, les espaces des professionnels comme Ritama ou moi, bien, nous sommes conduits à avancer dans une plus grande conscience et à avancer dans de la maturation pour pouvoir décider de changer et le faire. Ritama, tu en dis quelque chose? Ouais, alors, enfin, je suis totalement d'accord avec ce que tu racontes. Moi, je dis, il faut dire oui à la machine à laver dans le ventre. J'avais un patient qui me disait, j'ai la machine à laver dans le ventre, c'est horrible, j'ai la machine à laver dans le ventre. Et je dis, mais oui, super, prenez la machine à laver dans le ventre, appuyez sur tous les boutons et restez dedans et lavez, 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 lavez. Et je parle que chacun, alors ça fait des années que je parle de ça, de la perle intérieure, que chacun a sa perle intérieure.
et que c'est à nous d'ouvrir le coquillage de cette perle et d'en nettoyer la vase et de pénétrer en profondeur, d'enquêter en profondeur. Ce n'est pas de rester en surface qui va nous permettre d'évoluer. Donc, il faut aller chercher, il faut creuser, il faut investiguer et il faut aller dans nos zones d'obscurité, hein, et sans en avoir peur. Tandis que quand on prend une addiction, eh bien, on en a peur et on contourne. Et tant qu'on contourne, on ne peut pas avancer. Tandis que là, il faut y aller. Il faut y aller et il ne faut pas rester coincé dans nos certitudes intérieures, dans des mémoires qui ne nous appartiennent pas. Il faut mourir à cela. Il faut mourir à nos habitudes. Il faut mourir à nos schémas, à nos constructions. Et il faut vraiment donc rentrer en profondeur, nettoyer cette vase qui est dans notre coquillage pour faire briller notre perle. Donc, en fait, j'ai une image sur mon blog, vous pourrez trouver la perle intérieure, et c'est faire briller la nacre de notre coquillage, et que cette perle, on enlève la boue qui est là, qui stagne. Et ce n'est pas en contournant. Si on prend une addiction, eh bien, on ne peut pas enlever cette vase. Donc, il ne faut pas avoir peur, et cette conscientisation, eh bien, du coup, on va aller en effet par la gestalt, par ne pas rester aussi toujours un travail mental. Le mental, aller expliquer le pourquoi du comment, etc., etc. Et une fois qu'on a bien expliqué le pourquoi du comment, quelquefois, si on ne rentre pas dans le corps et dans les émotions et dans tout ce qui est inscrit dans notre corps, parce que notre corps parle, hein, il parle par les maladies. Moi, je me forme au décodage biologique, donc le corps parle et transmet des messages, des signaux. Et donc, il faut aller plus profondément. Il ne faut pas rester au stade juste au cérébral expliqué. Il faut aller plus loin, vraiment aller décrocher nos émotions, nos sensations, toutes nos mémoires, tout ça. Il faut y aller. Il faut y aller. Donc, c'est un travail. C'est un travail qu'on a tous à faire. Mais comme dit Karim, bien sûr, on n'est pas là pour vendre de la thérapie, mais quelque part, on a tous ce travail-là à faire. Alors, soit on est capable peut-être depuis jeune d'y aller par soi-même et on n'a pas peur, soit on a plus peur et peut-être qu'on a besoin d'avoir quelqu'un qui va nous aider à se mettre en chemin. Quelquefois, il suffit d'une rencontre, il suffit d'un mot, il suffit d'une chose qui nous donne une clé. Et avec cette clé, on va ouvrir la bonne porte et on va pouvoir enfin pénétrer dans quelque chose de plus profond, dans le cœur de nous-mêmes. Voilà, c'est ça que je voudrais transmettre. Oui, la machine à laver, il y a le lavage et il y a l'essorage, hein, des opérations. Ça me fait penser dans un de mes groupes, une participante qui, après la séance de travail de groupe, a eu l'impression d'être passée dans une machine à laver, d'avoir tout vécu, le lavage, l'essorage. Elle était au séchage ensuite. Donc là, au niveau de l'accompagnement, je rappelle simplement que dans l'histoire même récente, les gens allaient voir le curé. On va se confier au curé, hein, on va confier ses péchés au curé. Ouais. Bon, ben maintenant, on a une autre époque. Sinon, on va voir le chaman, le sorcier, le guérisseur, hein, à qui on va confier nos difficultés et qui vont, voilà, donc des tradis praticiens, des représentants religieux. Ce sont jusqu'ici, eux, les références à qui l'humain va se confier. Aujourd'hui, on est à une époque où bien ça s'est professionnalisé. Il y a des coachs, il y a des thérapeutes, il y a des mentors. On a une pléiade, voire une pléthore de propositions de réponses. En même temps, nous grandissons en nous conformant à des injonctions de la famille ou de la société, et certaines de ces injonctions sont en dissonance avec notre être profond, nos aspirations profondes. Et c'est ce qui fait notre trajectoire, hein, et qui conduit à ces situations de mal-être, voire jusqu'à l'addiction. Donc, le travail d'évolution personnelle, c'est d'avancer vers se dégager de ces faux soi, ces faux self, ces fausses images de soi que nous avons construites pour nous adapter à notre milieu, voire pour survivre pour certains d'entre nous. Et dans l'idéal, c'est se rapprocher de notre être et peut-être jusqu'à toucher la lumière de cette perle que tu évoques, Ritama, hein, qui est peut-être ce à quoi nous aspirons tous, connecter notre être essentiel.
Et parfois, c'est en allant à travers des drogues que nous cherchons à échapper aux contingences de ces moi multiples qui nous animent, de ces injonctions multiples qui nous animent, qui créent des tensions internes. En Gestalt, on considère que l'être humain est un être morcelé, divisé entre toutes ces tensions. Et l'aspiration, c'est de pouvoir se dégager de ces tensions pour trouver notre centre et un espace où il y a une plus grande liberté et aussi une liberté par rapport à la dépendance et à l'addiction. Il y a Nadia Drougar qui nous dit c'est vrai, on est conditionné dès l'enfance. Donc tout le travail, comme le disait Ritama, était de se détacher de ce conditionnement, de ces croyances. Et moi j'ai une question, est-ce que, parce que je sais qu'en Gestalt, effectivement, on va peut-être travailler sur le passé, mais c'est pas je sais que c'est surtout donner des clés pour vivre au présent. Est-ce qu'il est nécessaire de se plonger complètement dans le passé pour s'en sortir? Et est-ce qu'il y a besoin de se plonger dans l'enfance, dans les traumatismes d'enfance pour pouvoir s'en sortir? Alors, la gestalt thérapie, c'est la thérapie de l'ici et maintenant. C'est-à-dire qu'on est centré sur le ici et maintenant. Il n'y a pas une recherche du pourquoi dans le passé. Dans le mode d'accompagnement, dans le cadre qui est posé, la qualité d'accompagnement, la qualité de la relation et des processus qui sont favorisés, il va y avoir ce qu'on appelle les gestalts inachevés, c'est-à-dire des situations du passé, des traumas, des traumatismes qui vont pouvoir advenir dans l'ici et maintenant parce que c'est mûr. Parce que c'est mûr, la notion de maturation est importante en gestalt thérapie, qui font qu'il va pouvoir y avoir des liens, des prises de conscience avec des moments déterminants ou qui ont pu être déterminants de notre histoire. Voilà. Et la bonne nouvelle aussi, c'est que l'expérience clinique montre que le changement peut aussi s'opérer sans qu'il y ait de prise de conscience, de connexion avec des éléments déterminants de notre histoire. Donc ça, c'est excellent. Ça, c'est vraiment excellent comme. D'ailleurs, il y a eu pas mal de recherches qui ont démontré que grâce au travail de la visualisation de notre imaginaire, parce que le cerveau ne fait pas la différence entre l'imaginaire et le réel, on pouvait reconstruire notre histoire et la reconsidérer d'une autre manière. C'est pas mal. Oui, alors moi, personnellement, je pense qu'on n'est pas obligé d'aller revoir le passé, ça dépend quel a été notre passé, notre histoire. Après, je parle donc le corps exprime beaucoup de choses, donc quelquefois, il faut aller voir ce que le corps exprime et on peut revenir sur des chocs qu'on a pu avoir dans l'enfance, des choses où il faut, le choc, c'est comme un logiciel qu'on a mis dans notre ordinateur. Et si on n'a pas sorti les émotions, les sensations, tout ce qui s'est passé à ce moment-là, eh bien, le logiciel est inscrit en nous. Et puis, à un autre moment, il va se réveiller et créer des comportements qui ne sont pas adaptés ou bien des maladies. Donc, il est important d'aller quelquefois revenir sur des chocs, des traumatismes et aller libérer les émotions de ces moments-là. Donc, c'est important. Et quelquefois aussi, même en constellation familiale, on s'aperçoit que l'on porte des choses du transgénérationnel de nos parents, de nos grands-parents, et il y a des choses à libérer. Donc, ce n'est pas systématique, on ne peut pas savoir s'il faut aller forcément fouiller dans l'enfance ou dans le passé, mais ça peut nous donner quand même des renseignements, des infos importantes pour savoir, pour expliquer des comportements. Donc, il n'y a pas de… Voilà, c'est… C'est également Muriel Salmona, la psychiatre qui s'était spécialisée sur les stress post-traumatiques liés à des viols, des incestes, qui expliquait qu'il y a un phénomène de dissociation qui se passe pendant les traumatismes, qu'on peut revivre dans le quotidien. Et c'est ce phénomène de dissociation qui provoquerait les addictions. Qu'est-ce que vous en pensez?
Bon, alors les causes, je crois que Laritama, on pourra en parler pendant longtemps. Il n'y a pas une cause, voilà, pour faire court. Mais je crois que Ritama, ce serait bien que tu continues, que tu nous apportes Oui, encore une situation, un un exemple. cas concret. Alors, en fait, j'aimerais raconter une histoire qui m'a particulièrement marquée. Donc, c'était un homme qui s'appelait Romain, qui avait 35 ans, et il est venu pour une addiction à la cocaïne. Il travaillait dans le monde de la restauration, où donc là, 24/24, il était avec des consommateurs, avec des dealers, et c'était impossible pour lui de s'arrêter. Et donc, il me dit qu'il veut s'arrêter, et on commence à faire un travail ensemble pendant 10 mois. Et en parallèle, un travail avec un psychiatre avec lequel je suis aussi, qui suit au niveau médicaments. Et ce que je voudrais apporter, là, il y a plusieurs choses, c'est le rôle du thérapeute. Le rôle du thérapeute, c'est qu'on peut devenir l'addiction du patient, on peut devenir son relais, son point de contact, c'est-à-dire que c'est assez prenant pour le thérapeute, mais quelque part dire, mais au lieu de prendre de l'addiction, vous pouvez me mettre un SMS. Donc, on peut devenir vraiment l'addiction pendant un certain temps du patient pour qu'il arrive à penser autrement et avoir un autre comportement que systématiquement prendre de la drogue ou autre chose. Et donc, ça passe par la conscientisation aussi et le fait qu'il puisse m'appeler ou mettre un SMS dès qu'il a envie de consommer. Ça demande beaucoup d'ouverture, de non-jugement évidemment du thérapeute et surtout de trouver la bonne présence, la distance adéquate, affective. Faire émerger chez l'autre ses motivations, ses moteurs, comme tu l'as dit, Karim. Mais proposer sa juste présence, c'est déjà énorme pour quelqu'un qui est addicté. Et donc, lui expliquer pourquoi, pour les pulsions qui ne sont pas satisfaites, sa jouissance qui se veut illimitée, comment son addiction comble sa solitude et son vide. Tu en as parlé aussi, Karim. Et surtout la confusion entre le bonheur et les outils qui pourraient apporter le bonheur. Et alors cet homme, il a tenu le coup pendant un certain temps et jusqu'au moment où il a disparu de mon cabinet. Alors ça arrive fréquemment parce que évidemment ils ne veulent pas vous avouer qu'ils vont rechuter. Donc s'ils rechutent, ils ne veulent pas revenir chez le thérapeute pour montrer qu'ils ont chuté. Donc moi j'étais très inquiète, il ne répondait plus à rien du tout. Et puis 18 mois après, il refait surface et il s'excuse, il me dit qu'il a replongé, qu'il avait honte. Bon. Et alors, j'ai d'autres outils, entre autres, je fais de la numérologie sur les chemins de vie et les années de cycle de vie. Et il y a quelque chose qui m'a particulièrement perturbée à l'époque, c'est que je vois qu'il était en année 9, donc c'est normalement dans les cycles de vie, on a 9 années, et au bout de 9 ans, on recommence un cycle en première année. Et là, je vois que dans 15 jours, il va passer en année 1, donc fin de cycle, il va recommencer un nouveau départ, une nouvelle peau, un nouveau, voilà, poursuivre son chemin. Donc, je lui en fais part. Et je lui dis, voilà ce qui se passe. C'est étonnant, vous revenez me voir 18 mois après. Bon. Et il me dit, ah, bah alors, moi, dans 15 jours, je veux que vous soyez la première personne que je vois. Ça sera le premier rendez-vous. Je viens à votre cabinet. Je dis, très bien. Et il revient donc 15 jours après. Et je ne le reconnais pas. Il fait une crise de psoriasis sur tout le corps, le visage, le crâne. Il desquame absolument de partout. Lui, il n'est pas du tout inquiet. Et il me dit, vous m'avez dit que j'allais changer. Je suis en train de muer comme un serpent. Ma peau se renouvelle. Alors, moi, évidemment, j'étais un peu inquiète quand même, donc je lui ai dit d'aller voir un dermato. Mais en décodage biologique, ça a un grand sens, puisque le corps exprime le besoin de changer d'identité, comme s'il voudrait se séparer d'un contact avec lui-même dont il a honte. Donc, le visage, c'est la relation avec l'image, donc changer d'image. Le crâne, c'est le sens de changer de peau spirituelle, d'élévation spirituelle et intellectuelle. Donc, c'est vraiment se transformer. Et la traduction vraiment du décodage biologique du psoriasis, c'est « je ne peux vivre qu'à condition de changer de peau ». Et évidemment, j'ai été très, très impressionnée par ce cas. Et il est allé consulter chez un dermato, bon, qui lui a donné des potions. Et 3 semaines après, il est revenu et il m'a dit « Maintenant, j'ai une nouvelle peau de bébé, je suis prêt à cheminer ».
Et donc, on a poursuivi le travail. Ça a été une très belle histoire et il a arrêté totalement la cocaïne. Je voulais vous en faire part parce que je trouve que c'est une belle histoire de mutation, mais même corporelle. C'est-à-dire que vraiment, le corps avait inscrit qu'il fallait changer de peau. Et donc, quand il est revenu, il avait une peau de bébé, vraiment. C'était tout beau. Et j'avoue que c'est un cas qui m'a vraiment marqué dans ma vie professionnelle. Et c'est un beau témoignage, un beau cas qui montre cette potentialité de métamorphose qui est contenue dans notre organisme. Cette situation que tu évoques montre aussi, pour moi, ce travail de maturation qui se fait dans le temps, même quand la personne, nous ne la revoyons plus, nous pouvons la revoir des mois ou parfois des années après, je le retrouve. Et il y a un travail de maturation qui se fait. Et là, ce qui est beau, c'est qu'à un moment donné, il y a une conjonction entre là où en est la personne, ta proposition de poser un cadre de sens avec le neuf et passer à une nouvelle étape, une forme de renaissance, et que dans son organisme, tout se traduit de cette matière-là, de cette manière-là. Le printemps, c'est le changement, c'est la peau aussi, hein, c'est la métamorphose, et tout est en bonne conjonction pour que, et tout est suffisamment mûr pour que maintenant, il puisse passer à l'étape suivante, et où là, tu as pu faire cet accompagnement avec ce beau témoignage, hein, magnifique. Ça donne de l'espoir. Tout à fait, tout à fait. Bon, en tout cas, c'est un magnifique témoignage. Je vous remercie tous les deux de ce que vous avez partagé. Et là, on parle de mutation pour aller un peu plus loin. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes intéressé d'aller plus loin, à vous inscrire à la journée d'études vraiment dédiée à cette thématique-là le 12 juin prochain. Ah oui, Hermina, je peux intervenir. J'ai oublié tout à l'heure d'évoquer. Il y a une chose qui est importante, on l'abordera aussi dans la journée d'études. Ces dernières années, je m'intéresse à une découverte toute récente qui date de 98, ce qu'on appelle les neurones miroirs. Il y a un psychiatre qui s'appelle Gourlian qui a écrit un livre qui s'appelle Le troisième cerveau, et où dans la relation, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui est ces neurones miroirs qu'on met en évidence aujourd'hui et qui préfigure probablement vraiment quelque chose de très important, peut-être une révolution même dans l'approche de l'humain et dans l'accompagnement au changement. Voilà, je voulais faire part de cela, quoi. On est dans une période où il y a vraiment des connaissances, des observations qui sont passionnantes pour aider au changement. Alors, Asia qui vient de nous rejoindre, coucou Asia, là on arrive à la fin de la conférence, n'hésite pas à revoir toute la conférence depuis le début, donc la vidéo va rester, n'hésite pas à poser des questions et à transmettre à tout ton entourage pour les personnes qui seraient intéressées par la thématique. Jacqueline Bouvier nous dit merci. Voilà, donc le 12 juin, on va travailler de manière plus approfondie sur cela, c'est-à-dire que le matin va être consacré sur des connaissances plus approfondies sur ces problèmes de dépendance, d'addiction, et l'après-midi sur des éléments concrets pour accompagner les gens, que ce soit des proches ou en tant que professionnels dans ces problématiques de dépendance et d'addiction, hein, pour le 12 juin. Voilà, je vous remets les informations pour vous inscrire à la journée d'études. Alors, Armel de Guevara nous demande, est-ce que vous pouvez en dire un peu plus sur les neurones miroirs? Merci. C'est un sujet à part entière. Il y a déjà une journée d'études qui a été en partie consacrée. Bon, pour faire court, il y a des chercheurs qui avaient laissé sur un singe les appareils qui permettent de capter certains paramètres, et puis sur deux singes. Et donc, il y a un singe qui était en train de manger une banane, et on s'est aperçu que dans le singe qui faisait rien, qui regardait l'autre en train de manger la banane, c'était toutes les mêmes zones du cerveau qui étaient mobilisées, comme si le singe était lui aussi en train de
faire l'acte de manger la banane. Donc ça, c'est les neurones miroirs pour faire court, et ça a des conséquences, des implications remarquables quant à la connaissance du fonctionnement de l'humain et de l'interaction humaine et des niveaux de communication passionnants qui vont pouvoir être étayés, se faire au jour. Voilà, mais là, on n'a plus le temps d'aborder cela. C'est passionnant. Merci, merci beaucoup. Je voulais te poser la question, est-ce que la conférence, enfin la journée d'études pourrait être disponible pour les personnes via VISGAP à un moment donné, évidemment sous condition que c'est une journée d'études? Ces journées d'études sont en priorité réservées aux gens qui s'y inscrivent et aux gens qui sont en formation à l'ISGAP. Pour l'instant, ça fonctionne comme cela, quoi. D'accord, donc ok. Alors sinon, il y a Chris Lair qui nous dit merci à vous pour ce moment de partage très intéressant. Merci Chris d'avoir été présent. Marie-Cécile Roux qui remercie également Sophia. Ah, Sophia, une de mes élèves de danse qui est là. Je suis ravie de te voir là, Sophia. Merci d'avoir été présente parmi nous. Armel de Guevara, très intéressant. Merci pour ce premier éclairage, Karim. Bon, si vous n'avez pas d'autres questions, sauf si Ritama ou Karim, vous avez un dernier mot. Merci Corinne, merci. Non, je remercie Ritama d'avoir accepté mon invitation, de partager ce moment. Je te remercie pour ta dynamique coordination et merci à tous les visionnautes qui ont été là et visionnautes à venir de partager ces moments avec nous. C'est un plaisir. Moi, voilà, je voudrais juste rajouter un de mes leitmotifs, c'est oser, c'est vivre. Donc, osez ouvrir votre coquillage et vous montrer, et vous dévoiler et enlever votre boue et oser votre machine à laver dans le ventre, mais d'une façon constructive. Et ne fuyez pas. Voilà. Bon, voilà. Merci beaucoup à vous deux. Et puis, n'oubliez pas que la prochaine conférence aura lieu le 2 juin prochain. Je vous ai mis le lien donc, pour vous inscrire donc, à la journée d'études du 12 juin. Merci beaucoup d'avoir été présent. Si vous regardez le replay ultérieurement, n'hésitez pas à poser quand même des questions. Donc, je les transmettrai aux intervenants. Et puis, n'hésitez pas également à transmettre la conférence à votre entourage. Donc, merci à vous tous. Merci Corinne qui dit que c'était très intéressant. Belle fin de soirée à toi aussi, à vous tous. Merci Nadia. Bonne soirée à vous tous. Donc, merci beaucoup Ritama. Donc, j'invite toutes les personnes à découvrir tout ce que tu as, tout ton univers qui est magique. Donc, voilà, qu'on se rappelle donc qu'il y a possibilité de te rencontrer à Boulogne avec donc les bains sonores que tu proposes le 16 et 18 juin sur 2 heures. Voilà. Avec le yoga, ils peuvent venir aussi. Voilà, donc si tu peux rappeler simplement tes 2 sites principaux, c'était bilanciel.fr et ritamayoga.com. Enfin, voilà. sur Bilanciel, tout y est. Donc, c'est le site de référence. Après, ils peuvent naviguer et trouver tous les autres infos. D'accord. Et pour Karim, donc, c'est isgap.net. N'hésitez pas à aller voir l'agenda, consulter l'agenda. Je vous ai mis toutes les informations. Et en ce qui me concerne, je suis Life et Business Coach. C'est vrai que j'oublie toujours de me présenter, je ne sais pas pourquoi. Donc, vous pouvez me retrouver sur mon profil Facebook Hermina Adem. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt, au 2 juin prochain, Karim avec ton prochain invité. Et puis, et je vous dis également pour les personnes qui seront présentes au 12 juin pour aller encore beaucoup plus loin. Merci Ritama, merci Karim. Bye bye tout le monde, bonne soirée. Au revoir. Au revoir.